Eh bien bonjour, je suis très content de vous retrouver à nouveau, comme à l'habitude, c'est toujours presque une tradition maintenant, pour cette nouvelle vidéo de Rennes le Château le dossier, les vidéos sur la chaîne YouTube qui porte le même nom, mais également aussi que vous retrouvez, pour retrouver l'ensemble de ces vidéos, sur mon site internet renneslechateau.org, sur laquelle vous allez aussi pouvoir trouver l'ensemble de mes ouvrages dans la boutique du site, qui sont bien souvent parfois moins chers que sur d'autres plateformes marchandes d'internet. Cette publicité personnelle étant terminée, je vais donc aborder notre sujet que vous attendez tous aujourd'hui, c'est-à-dire la suite de l'étude de l'affaire moderne de Rennes-le-Château, un nouveau pan de cette affaire. Et évidemment, nous ne pouvons traiter de l'affaire moderne de Rennes-le-Château sans parler de Gérard de Sède. Gérard de Sède, qui était un homme assez extraordinaire, écrivain, journaliste, homme politique engagé. En 1938, il a 17 ans, c'est le début de la guerre d'Espagne. Il veut s'engager dans la guerre d'Espagne. On lui fait comprendre qu'il est un peu trop jeune, il ne peut pas y aller, mais quoi qu'il en soit, il va s'engager politiquement. Il va rentrer dans un mouvement trotskiste assez dur, si je puis dire, puisqu'il va rentrer au Parti ouvrier international, dans lequel il va vraiment s'engager. Il va même par la suite, étant, si je puis dire, étudiant, il va rentrer dans les grands lycées de Paris, Louis le Grand, Henri IV, et il va essayer si je puis dire, de recruter pour son parti trotskiste différents éléments. Il va donc être, vous voyez, un homme, je dirais, de conviction. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'il a un positionnement politique qui va complètement à l'encontre de ses propres origines, puisque, en réalité, Gérard de Sède s'appelle Géraud de Sède de Liéhou et porte le titre de baron. Il va vraiment marcher à contre-courant, d'autant qu'en plus, dans sa famille, on a tendance à être un petit peu ce qu'on appellerait maintenant d'extrême droite. On écoute bien les idées de certains mouvements politiques d'avant la guerre. On n'est pas forcément pour le Front populaire de 1936. Gérard de Sède, lui, s'oppose complètement à ça. Il va mener une vie qui va faire en sorte qu'il va vraiment être très décalé de tout ça. Il va entrer en résistance pendant la guerre, il va être un homme très actif, et à la libération de Paris, il va même, à la tête d'un groupe de partisans, prendre la mairie du 14e arrondissement, et la libérer. Donc tout un acte, je dirais, très très symbolique. Enfin bref, la guerre faisant, Gérard de Sède va prendre un peu de recul sur ses mouvements. Il aura même rencontré les mouvements surréalistes. Il va pas forcément être toujours d'accord avec Breton. Il va s'opposer parfois à certaines choses, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va se retirer un peu de tout ça. Et il va surtout rencontrer une jeune femme qui s'appelait Sophie dans la Résistance, qui deviendra son épouse. À force de déboires de la vie, eh bien, il va finir par être agriculteur en Normandie. Et c'est vrai qu'on ne peut parler de ce moment si on veut aborder celui de Rennes-le-Château. Car ce moment est peut-être l'élément déclencheur qui amènera Gérard de Sède à Rennes-le-Château. Et quel est-il ce moment? Eh bien, notre ami Gérard de Sède, qui est retiré en Normandie, qui a une ferme, il fait un élevage porcin. Son épouse, elle, Sophie, travaille aussi de son côté, et un jour, un homme vient frapper à leur porte. C'est Sophie de Sède qui le reçoit, et non pas Gérard, comme certains le disent. Et ceci m'est confirmé dans un élément, enfin j'ai un documentaire vidéo qui n'est jamais paru, que j'ai en ma possession, d'une interview de Sophie de Sède qui nous précise bien cela. C'est elle qui reçoit cet homme pour la première fois. Et cet homme, pour certains, ça va vous dire quelque chose, pour d'autres, vous allez peut-être le découvrir, c'est un certain Roger Lemoy. Cet homme est un ouvrier paysan qui circule de ferme en ferme après avoir eu de moult déboires. Il s'installe dans la maison, il travaille dans la ferme, et puis, la sympathie arrivant, ils se mettent à parler. Et un jour, il dit à Gérard de Sède et à son épouse, vous savez, j'ai découvert le trésor des Templiers. Rien que ça. Imaginez-vous, vous êtes un soir à table, en hiver, dans une ferme de Normandie, il y a le feu qui crépite dans la cuisine, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est calme, et tout d'un coup, cet homme vous dit, moi, j'ai découvert le secret et le trésor des Templiers. Il y a de quoi garder la fourchette en l'air, avoir la petite cuillère qui s'arrête au niveau de la bouche, surtout lorsqu'on a affaire à un homme, Gérard de Sède, qui est également journaliste, qui en plus est dans une phase un peu creuse de son métier, et qui a besoin de rebondir. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre ami Gérard de Sède
se met à écouter Roger Laumois, qui lui raconte qu'avant la guerre, il était gardien du château de Gisors, et que, par différents biais, il avait appris que le trésor des Templiers était caché à Gisors. Ce fameux Roger Laumois va donc faire des recherches clandestines de nuit, même de jour, pour finir un jour, en partant de la motte du donjon du château de Gisors, après avoir fait, je dirais, un travail de sapeur, puisque c'est vraiment le cas, il a creusé un puits vertical, puis un autre horizontal, puis un autre vertical, et là, il dit avoir découvert une chapelle souterraine, dans laquelle il aura trouvé énormément de coffres et de sarcophages dans lesquels il y a des trésors, et que ce trésor est celui des Templiers. Évidemment, Roger Laumois, ayant découvert ceci, va donc aller à la mairie de Gisors pour dire ce qu'il a découvert. Quand les autorités se rendent sur place, eh bien, il découvre les travaux qu'il a faits. Le capitaine des pompiers de l'époque accepte de descendre dans la sape et de descendre le plus loin possible, mais c'est tellement dangereux qu'il préfère laisser tomber. La seule chose qu'il fait, et c'est rapporté, il prend un caillou et le jette. Et en effet, le caillou rebondit en faisant de l'écho, donc il tombe bien dans une salle creuse. Bref, il remonte, il n'a pas été jusqu'au bout, et là, le maire décide de faire tout reboucher sans rien rechercher. Et Roger Laumois, lui, va passer le reste de ses jours à essayer de se faire reconnaître comme étant celui qui a découvert ce trésor et cette chapelle secrète à Gisors. N'y parvenant pas, il va perdre évidemment son emploi de gardien du château. Il va perdre sa famille, sa femme va le quitter. Il va se retrouver sans maison, sans logement. Et il va partir, il va errer dans la campagne, offrant ses services aux différents agriculteurs normands qu'il croise. Et finira par arriver donc chez Gérard de Sède et Sophie de Sède. Devant le récit de Roger Laumois, Gérard de Sède, qui justement se dit c'est peut-être le moment de rebondir, se décide à écrire un article de plusieurs pages qu'il va proposer à Ici Paris, et Ici Paris va accepter de publier son article. Et évidemment, ce journal de l'époque, Ici Paris, est quand même un journal à très forte diffusion. Et bien évidemment, de nombreux lecteurs vont prendre connaissance de cet article, et vont être passionnés par la fameuse affaire de Gisors. Et c'est là où Gisors devient le premier grand mystère, des années 60, sur les fameux trésors des Templiers. Gérard de Sède est content, ça lui permet de sortir un peu la tête de l'eau, de reprendre son vrai métier de plume, plutôt que d'être agriculteur, et puis un jour, il reçoit un courrier d'un homme qui lui dit « Mais monsieur, vous révélez des choses qui sont intéressantes, mais vous en dites trop ou pas assez, il faudrait qu'on se rencontre. » Et il va rencontrer un homme, en effet, particulier, qui va lui proposer un dossier complet. Et dans ce dossier, il va y avoir différents éléments qui vont extrêmement étonner Gérard de Sède sur toute l'affaire de Gisors, avec des détails extrêmement précis sur le trésor dit des Templiers qui est caché. Cet homme qu'il rencontre est un certain Pierre Plantard. Et ce Pierre Plantard, que vous connaissez tous plus ou moins, évidemment, dans l'affaire de Rennes-le-Château, eh bien Pierre Plantard lui amène un dossier, et ce dossier sont probablement ce qu'on appelle les fameux dossiers Lobino, dans lequel eh bien, il y a toute une histoire qui va même conduire jusqu'à Rennes-le-Château par la suite. Eh bien oui, parce que devant les travaux qu'il y a à faire, Pierre Plantard, qui lui a des choses à dire mais qui ne sait pas écrire, alors que Gérard de Sède a envie d'écrire mais ne sait pas trop quoi dire, eh bien ils se trouvent ensemble un deal, et ils décident d'écrire un livre, et ce sera le fameux livre « Les Templiers sont parmi nous ». Ce livre, « Les Templiers sont parmi nous », est une bombe littéraire pour son époque. C'est un des premiers best-sellers de l'ésotérisme. Tous les jeunes des années 60, dont votre serviteur fait partie, ont eu ce livre comme livre de chevet, et c'est ce livre qui leur a ouvert les yeux sur des mystères qui pouvaient exister dans l'histoire de France. Et ce livre est un best-seller, c'est un vrai succès. Ils vont gagner de l'argent l'un et l'autre sur ce livre. Pas à parts égales, puisque Gérard de Sède ne touchera que 35% des droits d'auteur des Templiers sont parmi nous, le reste allant à Pierre Plantard. Et d'ailleurs, Pierre Plantard est parfaitement cité dans les Templiers sont parmi nous, puisqu'il figure en tant que documentaliste. Il n'est pas caché.
Mais finalement, Gérard de Sède est la plume de Pierre Plantard. C'est Pierre Plantard qui va structurer tout le livre « Les Templiers sont parmi nous ». Et d'ailleurs, lorsque vous arrivez à la fin de ce livre, où il y a ce qu'on appelle l'interview d'un hermétiste, eh bien, ce fameux hermétiste, c'est Pierre Plantard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, cette interview a été déposée sous un autre nom à la Bibliothèque nationale, et quand vous comparez les deux, entre ce qui a été publié dans le livre et ce document déposé à la Bibliothèque nationale, eh bien, on s'aperçoit que des choses ont été tronquées dans le livre. Et en particulier, dans le livre, dans ce qui a été déposé à la Bibliothèque nationale de France, on cite déjà le prieuré de Sion, en 1962. Alors que dans Les Templiers sont parmi nous, il n'y figure pas. Donc on sent que les moments ont été gérés. Puisque le prieuré de Sion, comme vous le savez, nous n'en parlerons vraiment réellement que dans les années 80. Donc vous voyez qu'il y a une notion de gestion de temps, de moment et de volonté. Ce qui est fort intéressant. Quoi qu'il en soit, les Templiers sont parmi nous sont le premier coup de canon dans le domaine de l'ésotérisme. Et finalement, suite à ce succès, on s'aperçoit, je dirais que Gérard de Sède et Pierre Plantard se rendent compte qu'il y a matière à faire un second livre pour tout expliquer, dans leur esprit, s'entend, hein. Et c'est comme ça qu'ils vont ensemble se mettre à créer un nouveau livre qui sera L'Or de Rennes. Et là, L'Or de Rennes nous ramène directement à Rennes-le-Château et son secret. Et Pierre Plantard va donc, avec Gérard de Sède, écrire ce livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que L'Or de Rennes va sortir en 1966-1967. Eh bien, il est important de noter que Gérard de Sède n'a jamais mis les pieds à Rennes-le-Château avant la publication de son livre. Enfin, juste avant la publication de son livre. Il n'a raconté l'histoire qu'au travers les détails et les récits de Pierre Plantard. Ce n'est qu'en 1966 qu'il va aller à Rennes-le-Château, où il va se mettre à rencontrer des personnages qui ont connu Béranger Saunière. Il va se mettre à refaire une enquête un petit peu de terrain. Il va y avoir une rupture qui va se produire entre Gérard de Sède et Pierre Plantard. C'est ce qui d'ailleurs va décaler un peu dans le temps la parution de L'Or de Rennes, parce que Gérard de Sède se dit « mais pourquoi je n'aurais pas moi-même la moitié des droits sur le livre ?» Et donc, après toute cette guerre, le livre va prendre du retard. Il est vrai qu'après l'écriture du livre de L'Or de Rennes, il va y avoir une prise de distance entre les deux hommes. Les deux hommes ne vont plus forcément se rencontrer, et il va même y avoir un positionnement ésotérique très différent. Gérard de Sède, lui, va rencontrer d'autres individus, d'autres personnages, qui lui feront voir d'autres aspects de l'affaire de Rennes-le-Château. Pierre Plantard, comme vous le savez, lui, ira aussi sur d'autres voies, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Ce qui est important de bien noter, c'est que ce qui a déclenché la curiosité de Gérard de Sède, c'est Roger Lemoy, le gardien du château de Gisors. Ce gardien qui lui raconte ce qu'il a vécu. Suite à ça, Gérard de Sède fait donc son article, et c'est là où il rencontre Pierre Plantard. Et Pierre Plantard va donc tenir la main de Gérard de Sède pour l'écriture de son livre. Et ça, c'est important de le savoir. Il est aussi important de voir que Gérard de Sède n'a ni été à Gisors, ni à Rennes-le-Château avant la publication de ses livres. Il ne connaît absolument pas tout ça. Ce qui ne fait que lui rendre hommage sur la qualité de son écriture. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est qu'après qui va vraiment s'intéresser à ces affaires-là. Ce qui semble établi, c'est que Pierre Plantard connaissait Roger Lemoy. Différents témoignages le disent. Je vous invite à regarder avec un intérêt vraiment sérieux la vidéoconférence de Gino Sandri qui a été réalisée au mois de juillet 2018 dans le cadre des différentes sessions conférencières de Rennes-le-Château, où il parle justement de Gérard de Sède et de toute cette vie. Eh bien, c'est extrêmement intéressant. De même que, comme vous le savez, j'ai bien connu Alain Féral, qui est l'auteur du livre Le Royaume des Morts,
Et Alain Féral est aussi un personnage très particulier, qui a une vie extrêmement riche, une vie d'artiste, une vraie vie d'artiste, et qui a, entre autres, à l'époque, dans les années 60, était peintre place du Tertre, à Montmartre. Donc il peignait. Comme vous savez, Alain était très très doué en peinture et en dessin. Donc il peignait pour les touristes, les gens qui voulaient poser pour lui, il peignait les décors, enfin bref, c'était la place du Tertre. Sauf qu'à l'époque, la place du Tertre, c'était quelque chose de très compliqué. Quand vous aviez un emplacement pour travailler, il fallait surtout pas le lâcher. À tel point qu'il y avait des rivalités terribles entre les différents peintres, artistes qui étaient présents place du Tertre, et que si jamais vous aviez le malheur de vous absenter ne serait-ce qu'une demi-heure, quand vous reveniez, vos affaires avaient été enlevées et quelqu'un s'était mis à votre place. Donc c'était très délicat de quitter sa place. Mais pourtant, il fallait bien, il fallait manger, il fallait subvenir à ses besoins vitaux, il fallait vivre quand même. Alors qu'est-ce que faisaient les artistes à ce moment-là? Eh bien, ils payaient. Ils payaient des individus, en gros, qui se posaient sur leur fauteuil et qui prenaient la place, le temps que eux aillent manger, dormir, faire ce qu'ils avaient à faire. Et ils revenaient, ils payaient celui qui avait gagné la place, et c'était un couple très particulier qui se produisait. Eh bien, il faut savoir que à cette époque, à Montmartre, celui qui gardait la place d'Alain Féral, c'était Roger Laumois, l'ancien gardien du château de Gisors. Et ce, avant qu'il ne rencontre Gérard de Sède. Il est fort probable que Roger Laumois ait raconté son histoire du château de Gisors à Alain Féral bien avant qu'il ne le fasse à Gérard de Sède. Et comme le précise Gino Sandri dans son interview, enfin dans sa conférence, il dit bien que Roger Laumois connaissait très bien Pierre Plantard. Et puis, dans une autre conférence que Gino Sandri a fait, il y a quelques mois, il rendait hommage à Alain Féral pour son livre Le Royaume des Morts, et il précise bien que lors d'une des rencontres qu'il a eues avec Pierre Plantard et Alain Féral qui étaient présents, il a senti qu'il y avait un lien entre Pierre Plantard et Alain Féral qu'il ne connaissait pas. Bien, il est fort à parier que Alain Féral connaissait Pierre Plantard et Roger Laumois bien avant Gérard de Sède. Et c'est extrêmement intéressant quand on sait que notre ami Alain, lui, a vécu très longuement à Rennes-le-Château. Mais nous ferons, je pense, dans le cadre de l'affaire moderne, une vidéo spéciale sur les clés du Royaume des Morts, un de ces jours. Voilà comment l'ordre de Rennes est apparu dans l'affaire de Rennes-le-Château. Quoi qu'il en soit, c'est le point d'initiation de l'affaire moderne de Rennes-le-Château. Quand ce livre a été diffusé, des milliers de lecteurs ont découvert ce petit village de l'Aude qu'ils ne connaissaient pas. Et d'ailleurs, c'est ce que dit clairement un autre auteur, qui un jour est venu passer des vacances dans le sud de la France, parce que lui, il venait d'un pays un peu plus froid, qui était l'Angleterre, avec toute sa famille, et un jour qu'il s'ennuyait, il était rentré dans une librairie, je crois que c'était du côté de Narbonne, et il voit un livre qui s'appelle « Le trésor de Rennes-le-Château ». Et il se dit, tiens, c'est intéressant à lire. Il l'a lu, et lui aussi s'est fait prendre au piège par la fameuse affaire de Rennes-le-Château. Ce personnage, cet homme que vous connaissez tous, eh bien c'est Henry Lincoln. L'un des 3 auteurs de L'énigme sacrée. Mais ça aussi, ce sera un futur chapitre. Des vidéos de Rennes-le-Château, le dossier, les vidéos sur l'affaire moderne. Et nous verrons ça un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, je vais donc vous dire à bientôt. Prenez soin de vous. Bon courage pour la rentrée si ce n'est pas fait ou si c'est à venir. Et surtout, prenez bien soin de vous, je vous estime.